Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sûr SciPod, un podcast de science-fiction et de fantastique qui traite de ces genres sur tous les supports possibles et inimaginables auxquels la race humaine a pu penser jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, dans la continuation d'un autre podcast, d'un podcast précédent que j'ai d'ores et déjà publié, à savoir Battlestar Galactica de la saison 1, nous allons aujourd'hui parler et continuer de parler de séries télé avec la saison 2 de Battlestar Galactica, le remake donc de 2003. Ce qui me semble absolument, néanmoins, je pense qu'il est important de souligner que cette saison, et on peut dire la série entière d'une certaine manière, est extraordinairement sombre. Je crois que j'ai rarement vu une série télé qui ose plonger dans les turpitudes de l'âme et des comportements humains à ce point-là. Ce que j'entends par là, c'est quels sont tous les actes plus ou moins autorisés, plus ou moins permis, ce qui fait un peu peur, pour être tout à fait clair. C'est-à-dire comme on se trouve avec une flotte civile et surtout militaire à finalement réchapper d'un holocauste total et absolu sur la race humaine, dès lors qu'ils mettent la main sur des ennemis, tous les comportements sont valables. C'est-à-dire, on va dire surtout dans un premier temps, ça cogne, ça torture pas nécessairement, en tout cas pas au départ, mais c'est assez intéressant de voir qu'on est progressivement dans l'ensemble de la série, en tout cas dans l'ensemble de cette saison, sur une pente savonneuse qui amène à des oubliettes assez moisies, quoi. Et il faut se rappeler, et c'est ça aussi qui est intéressant, ce qu'il faut se rappeler, c'est que nous sommes en 2000, quand la saison 2 sort, nous sommes en 2005, si je me souviens bien. J'étais en Angleterre quand j'ai vu cette saison. Ce qui a frappé assez rapidement, c'est finalement le côté cru de ce que l'on peut voir et aussi les failles. Et ça, c'est, je crois, peut-être la chose la plus intéressante en fait dans cette série. Le fait d'explorer les failles humaines, tout simplement. Les failles humaines. Qu'est-ce que l'on doit faire? Le différentiel entre qu'est-ce que l'on devrait faire dans une certaine situation par rapport à qu'est-ce qui est fait en fonction des défauts internes d'une personne. C'est ce que j'ai appelé en fait un ratio entre l'ego et les compétences. Parce qu'on est souvent dans des situations de vie ou de mort, et en tout cas les conséquences d'une personne, surtout d'une personne en charge, peuvent avoir des conséquences mortelles sur d'autres. Donc on voit à plusieurs reprises des dérapages. Mais ces dérapages sont très souvent montrés de manière à faire comprendre ce sont finalement des émotions qui ne sont pas bien contenues, qui ne sont pas contrôlées. Ce sont très souvent des jeunes gens qui sont paniqués parce qu'ils ne sont pas formés à certaines méthodes, notamment à la gestion de foule. Et encore une fois, enfin la gestion de foule, on pourrait en parler des heures parce que bon, je veux dire, je suis dans un pays qui a connu il y a 4-5 ans un certain nombre de situations délicates vis-à-vis de la gestion des foules. Donc c'est pareil, entre la réalité et ce qui est montré dans une fiction, il y a un écart relativement important. C'est-à-dire que une foule qui se trouve dans une situation qui est en colère et qui commence à ruer un peu dans les brancards, si vous n'avez pas en face des professionnels qui sont là pour éviter qu'il y ait des blessés et qui sont là pour éviter que la violence ne fasse véritablement irruption, alors on se trouve effectivement dans une situation explosive où tout peut se produire. Et c'est ce qui nous est montré. Dans un premier temps, on nous montre un jeune officier avec un certain nombre de militaires qui viennent en fait récupérer des équipements, qui viennent récupérer des vivres, si je me souviens bien, et des équipements nécessaires pour la bonne conduite des opérations militaires. Et on voit bien que ça se passe pas très bien, on voit bien qu'il y a des difficultés et des choses qui ne sont pas entendues puisqu'ils abordent un vaisseau, ils se permettent de récupérer du matériel, d'emprunter le matériel sans trop poser de questions aux gens qui se trouvent dans les vaisseaux en question et en leur disant nous avons la priorité, on prend ce que nous devons prendre. C'est assez intéressant de voir que le contact entre le civil et le militaire dans le cadre de cette série, en fait, certaines personnes n'étaient pas faites pour ça et qu'elles ne savaient pas gérer la létalité des armes qui étaient les leurs. Donc ça, c'est un premier point, c'est-à-dire il y a des questions d'ego, il y a des questions de compétences, mais il y a des questions aussi de contrôle émotionnel.
Et puis, c'est pas finalement un jeune officier, c'est une chose, c'est-à-dire c'est un manque d'expérience, encore une fois, dans la fiction, hein. Vous avez aussi le colonel Tai. Alors lui, c'est un autre problème, parce que Tai est un vétéran, c'est quelqu'un qui a l'habitude des situations délicates, c'est quelqu'un qui a montré, notamment dans la première série, qu'il n'hésitait pas parfois à sacrifier une partie de l'équipage si ça signifie que l'ensemble, le reste de l'équipage, la totalité de l'équipage allait pouvoir survivre à ce qui se produisait sur le vaisseau. Et ça, on peut le comprendre. Il y a malheureusement parfois des ordres extraordinairement difficiles à donner. C'est ça, je pense que c'est un des facteurs d'ailleurs qui m'a fait apprécier la série, c'est qu'il n'hésite pas à montrer des situations, mais aussi des décisions qui sont difficiles à prendre. Mais Tai, c'est un CEO, un commanding officer, donc c'est pas quelqu'un de... Comment dire, c'est quelqu'un qui est en position de lead, mais c'est pas le commandant, quoi. C'est-à-dire qu'il est très très bon quand il est en tandem avec quelqu'un qui est au-dessus de sa tête et qui a une vision latérale et périphérique, en même temps que très concentrée sur ce qui se passe dans le vaisseau militaire, bien sûr, mais tout autour dans la flotte. Et Tai n'est pas comme ça. Tai, c'est quelqu'un qui est plutôt du genre très très concentré sur quelques tâches, même si elle demande le fait d'avoir des équipes entières dédiées pour effectuer les tâches en question. Donc c'est pas quelqu'un qui a une vision latérale de tout ce qui se passe, c'est pas quelqu'un qui a du recul, c'est quelqu'un qui a besoin de concentration. Le problème du colonel Tai, c'est que c'est un alcoolique, et qu'il arrive à être efficace, ou en partie efficace, qu'en picolant de temps en temps. Et c'est donc bien entendu le problème de cette personne, c'est-à-dire qu'il a donc il n'est pas aussi pointu qu'il voudrait l'être, il n'est pas aussi compétent qu'il voudrait l'être, notamment dans le fait d'être pour l'instant le commandant de la flotte. D'ailleurs, il fait des erreurs. Et ça, c'est une chose, c'est-à-dire que faire des erreurs, ça peut arriver, mais après, bien sûr, il faut les corriger. Donc, en partie, il est capable de les corriger, en partie, il y a des choses qui sont hors de ses mains. C'est-à-dire quand il donne... Il y a aussi une certaine brutalité du commandement chez cette personne, chez ce colonel, qui donne des ordres, mais qui ne se rend pas compte des implications quand il donne les ordres en question. Donc, c'est assez judicieux de montrer ce genre de choses pour une série télé, puisque on est très souvent, surtout dès lors qu'il s'agit de shows avec des personnels militaires, on est très souvent dans la perfection du comportement, le sacrifice absolu, blabla, blabla. Et là, non, on n'est pas du tout là. Les gens ont peur, les gens sont pas sûrs, n'ont pas confiance, mais les gens montrent une apparence de confiance professionnelle, donc de professionnalisme. Ils ont toutes les apparences, ils ont toutes les manières d'eux, mais finalement, ils sont pas du tout aussi sûrs de ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Et dans le secret de leur propre cellule, entre guillemets, dans le secret de leur propre quartier, on les voit, notamment Tai, on le voit à plusieurs reprises s'écrouler sous la responsabilité et donc et picoler un peu trop à cause de ça. Et ce ne sont pas les seuls, c'est qu'il y a aussi les gens qui sont toujours sur Kobol, puisque à la fin de la saison 1, on se retrouve sur la planète Kobol. Sur la saison 2, donc les Cylons sont arrivés, donc la flotte a dû partir, sans rentrer dans un certain nombre de détails que je laisserai de côté, surtout si vous n'avez pas vu la série, mais on se retrouve en tout cas avec quelqu'un qui sur Kobol, avec une équipe, avec Baltar, avec Chief Tyrol, vous avez Crash, LT, donc le lieutenant Crash, qui se retrouve donc pareil, il se retrouve précisément dans une situation de commandement. C'est un jeune officier qui a jamais commandé d'autres officiers. C'est un officier, un pilote ou un navigateur. Il a jamais piloté, enfin il a jamais, pardon, au sol en tout cas, il n'a jamais commandé d'autres personnes et il se retrouve dans une position de commandement et veut tout faire au pied de la lettre, by the book. Et il se trompe à plusieurs reprises dans ses observations, dans ce qu'il veut effectuer. Ça fait... Alors là, pour le coup, je pense qu'il y avait finalement des antécédents historiques, hein, parce que pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, qui ont lu un certain nombre de choses sur la guerre du Vietnam, il faut savoir qu'un certain nombre d'officiers qui demandaient à leurs troupes de faire des missions qui étaient quasi impossibles ou de l'ordre du sacrifice absolu,
se sont très souvent retrouvés avec une ou deux grenades dans leur trou quand ils allaient dormir. Donc finalement, on se retrouve aussi dans un cas de ce type-là, avec un officier qui est relativement jeune, mais qui ne sait pas trop ce qu'il fait, qui demande beaucoup des gens avec qui il se trouve, sans trop savoir, sans trop comprendre finalement qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire et d'autres qu'ils ne peuvent pas. Mais on comprend bien que c'est pas une situation on n'est pas dans une structure démocratique, il doit y avoir une structure hiérarchique pour que les ordres finalement puissent être diffusés très très rapidement et qu'il n'y ait pas de contestation. Donc, parce que quel que soit, hein, c'est le côté décisif finalement des décisions qui sont prises qui peut faire la différence entre la vie et la mort, quoi, tout simplement. C'était plutôt très intéressant de percevoir que ce soit dans le Galactica, que ce soit sur la planète Terre, pas la planète Terre, pardon, la planète Kobol, et que ce soit à l'intérieur, quand les militaires vont au contact avec la flotte civile, on se rend compte qu'à chaque fois, vous avez une palette de comportements qui n'est finalement pas toujours adaptée aux situations dans lesquelles les différentes personnes en position de commandement font les choses un peu de travers, quoi, et sont obligés d'assumer leurs erreurs ou de ne pas les assumer, c'est selon, quoi. Ce qui est très chouette avec Battlestar, finalement, c'est on a clairement une fiction qui se permet d'interroger la réalité. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, vous avez le musellement de la presse qui s'effectue quand le colonel Tai est en position de lead. Et vous vous rendez compte très vite qu'il il ne sait pas gérer les institutions démocratiques. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'ils sont dans des systèmes ultra hiérarchisés où la communication se doit d'être hiérarchisée et ne fonctionne. Alors même si je pense bien sûr que c'est un peu dans la caricature non plus, il ne faut pas peut-être pas exagérer, c'est pas systématiquement comme ça. Il y a une chaîne de commandement pour la simple et bonne raison qu'on doit être en mesure de répondre rapidement quand il y a des événements externes qui se produisent. Sinon, la plupart du temps, les gens, je pense, communiquent de manière relativement posée, quoi. Mais là, on se trouve bien avec quelqu'un qui a beaucoup trop de responsabilités pour lui-même et qui sait pas trop comment s'y prendre, quoi. Et donc, qui fait des erreurs. Et donc, qui muselle la presse quand il le faudrait pas. Et qui fait en sorte, et pas juste la presse, donc qui, bien sûr, précédemment, a aussi dissous le gouvernement des 12 colonies. Donc, même si les 12 colonies n'existent plus. Donc, il y a des côtés, il y a des abstractions, en fait, et des interdictions qui peuvent se comprendre, mais qui, en même temps, remettent toujours le doigt sur l'aspect. C'est un frottement entre une population civile qui doit être protégée et une structure militaire qui n'est pas habituée à voir ses comportements perçus sous une loupe ou sous le microscope, parce que forcément les civils sont je veux dire, dans les structures dans lesquelles nous nous trouvons, même si on a par exemple des comptes rendus de conflits ou autres, on est rarement aussi près de la ligne de front, quoi. Voilà, il faut être très honnête. Et donc, même si on a des images de combat à l'heure actuelle, hein, des images de combat au sol, etc., et pas juste des images de drones filant à toute vitesse vers des tanks, là, on est vers une proximité entre la défense civile, pardon, le périmètre civil et une défense militaire qui fait que c'est assez compliqué d'être perçu comme ça sous la loupe, quoi, je pense, pour des individus qui fonctionnent dans un système ultra hiérarchisé. Donc ça, c'est un point qu'il faut se rendre compte dans cette série, et encore une fois, spécifiquement dans cette saison, c'est que les choses vont de mal en pis. Et on a l'impression d'être dans l'enfer de Dante avec différents niveaux, quoi, de cet enfer. C'est-à-dire, on commence la saison avec un certain niveau et on finit petit à petit à aller de pire en pire. Le pire en pire se produisant quand le Battlestar Pegasus fait son entrée. Alors là, je crois que c'est le pompon finalement, parce que tout commence très bien, tout est joie et volupté. Enfin, ils ont deux Battlestars l'un à côté de l'autre, mais on se rend compte de suite des différences de commandement entre le commandant Adama et l'admiral Kane, qui est joué par une merveilleuse actrice. Donc le fameux Admiral Kane, Helena Kane, qui est joué par Michelle Forbes, qui est joué superbement par Michelle Forbes.
Je crois que, enfin, c'est une actrice dont j'ai suivi la carrière. J'ai pas regardé Star Trek, mais je l'ai vue dans un certain nombre de films des années 90, et donc et un certain nombre de séries. Mais sauf Star Trek, je sais qu'elle avait un rôle récurrent, mais bon, je suis pas un Trekkie, donc je l'ai pas vu là-dedans. Je dois reconnaître que son interprétation dans ce rôle est assez impressionnante. Elle m'avait convaincu, je veux dire, ouais, voilà, je suis un peu sans mots vis-à-vis de cette interprétation, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas fait semblant. On y croit hein, quand on la voit, quand on voit Michelle Forbes jouer l'amiral Kane, on y croit. Même les mimiques émotionnelles qui passent parfois sur son visage à certains petits moments. Je veux dire, la gentillesse qui aimerait s'exprimer, la douceur qui aimerait éventuellement s'exprimer, est de suite refoulée pour laisser passer l'aspect professionnel, la dureté professionnelle, etc. Elle est très très forte dans ce rôle, j'ai trouvé. Et je l'ai vu dans d'autres, hein. Je l'ai vu dans The Killing, donc où elle a un rôle complètement différent. Dans True Blood, où elle est aussi magnifique. True Blood, dont je parlerai, je pense d'ailleurs, parce que c'est une série fantastique que j'ai beaucoup appréciée. Mais bon, cet aparté étant fait, l'Admiral Kane et le fait que le Pegasus arrive font que les deux équipages du Galactica et du Pegasus se mêlent les uns aux autres, et on finit par comprendre être dans le Pegasus, c'est être en enfer pour un certain nombre d'individus, notamment si vous êtes un prisonnier et si vous êtes un Cylon. Il y a quelque chose de... Le Pegasus, c'est l'épitomée de ce qui se passe finalement, c'est le summum, soit le summum, ou on va dire plutôt le gouffre abyssal des horreurs humaines, hein, puisque cette série, cette saison, clairement, parle du 11 septembre 2001, clairement, référence la deuxième invasion d'Irak, clairement, référence et témoigne de ce qui a été fait à Guantanamo par des Américains. Je veux dire, il y a un côté extrêmement cru d'utiliser l'actualité, d'utiliser la réalité de ce qui a été effectué dans ces conflits, et de montrer ça dans un cadre science-fictionnel, ce que j'ai personnellement adoré. Mais ce qui est parfois assez difficile, hein, faut reconnaître que c'est pas cette espèce d'expression des émotions et de la violence qui s'empare des individus quand ils ont besoin d'exercer leur vengeance, hein, parce que c'est ça en fait, hein. Et le problème aussi, bien sûr, c'est que les gens en question ne se sentent pas mieux après ça, hein. Je veux dire, c'est exactement l'inverse. Ils sont obligés ensuite d'accepter qu'ils ont fait des horreurs parce qu'ils ont laissé le pas à leurs émotions. Il y a beaucoup de choses comme ça dans toute la série, hein, d'ailleurs, de la première saison à la dernière, à la saison 4, où vous avez des gens qui n'ont pas la bride sur leurs émotions, alors qu'ils sont dans des cadres très spécifiques où c'est justement là où il faut fonctionner de manière logique, rationnelle, prendre du recul et rester calme et froid. Et vous avez justement ce qu'on montre, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire des gens qui la surémotion ou l'émotion ou le trop plein émotionnel, et qui font des choses qui sont atroces, quoi. Kane alors, c'est d'ailleurs un côté plutôt intéressant vis-à-vis de cet amiral, c'est que elle a l'air très en contrôle. Elle a l'air, c'est surtout ça, je crois, qui est peut-être le plus intéressant vis-à-vis de ce personnage, c'est qu'elle a l'air très en contrôle de ce qu'elle fait. Elle a l'air de faire tout de manière extraordinairement rationnelle, de peser le pour, pardon, de peser le contre, d'être dans une grande logique. Et apparemment, quand elle se met en branle-bas de combat, pardon, et qu'elle décide de mettre en place des missions, elle fait pas semblant, c'est certain, elle sait planifier une mission, etc. Mais dans des décisions, sur certaines décisions, la dureté, je veux dire, c'est même plus de la dureté, c'est l'aspect inhumain finalement. Ça reprend Nietzsche, hein, voilà, hein. C'est-à-dire, si tu regardes dans les abysses, fais attention à ce que les abysses ne te regardent pas, quoi. On est là-dedans. Kane est devenu un monstre. Elle n'est plus humaine. Elle prétend être froide et calculatrice dans ce qu'elle fait. Elle prétend être rationnelle. Elle prétend avoir du recul. Mais en fait, toutes les décisions qu'elle prend, finalement, sont justifiées par une rage et par un côté
son côté impuissant à certains moments. Son objectif, c'est justement de retrouver de la puissance, de retrouver à titre personnel et au titre de son vaisseau, de sa flotte, et de retrouver du contrôle. Ce qui, bien sûr, amène avec un conflit avec Adama, qui est quelqu'un d'à fleur de peau, apparemment. Voilà, c'est pareil, on est dans l'opposé, qui est quelqu'un à fleur de peau, mais qui prend des décisions, qui finit toujours par prendre, ou peut-être pas toujours, mais très souvent, par prendre des décisions rationnelles et logiques. Et là, on est dans l'inverse, justement, ce qui fait que on a droit à des choses comme, de la part de Kane, à de la torture, du viol, de la prise d'otage, des meurtres. Ce qui s'est produit avec le colonel Tai et le frottement, je dirais, meurtrier avec certains éléments de la flotte civile, qui se voulait, mais parce qu'il n'avait pas réfléchi aux conséquences des actes des ordres qu'il était en train de donner. Là, on est complètement dans un moi d'abord, le Pegasus d'abord, les équipements du Pegasus d'abord et tout le reste ensuite, puisqu'on est, en effet, et je ne vais pas trop spoiler, mais Kane n'a pas hésité à dépecer des vaisseaux spatiaux entiers, de tout ce qui était possible et inimaginable, de tout ce qui était nécessaire pour la survie du Pegasus. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la même politique, la même vision des choses. Je veux dire, vous avez le Galactica qui a toujours une flotte civile. Je laisse bien sûr le point d'interrogation et je pense que vous pourrez répondre par vous-même à ce que le Pegasus a pu faire, ce qui est absolument horrible quand on y pense. Parce que on est dans une politique de puissance, c'est-à-dire j'ai la force et la puissance de mon côté, donc je n'hésiterai pas à l'utiliser pour obtenir ce que je veux, quelles que soient les choses que je veux, et même si vous êtes du même côté. C'est intéressant aussi, je pense, à notre époque, d'avoir accès à ce type de raisonnement, à ce type de mise en situation de ces pouvoirs militaires, parce que ça montre bien que finalement la tentation elle est toujours là. C'est-à-dire l'abus de pouvoir, l'utilisation étendue à des moments où il ne faudrait pas, dans des situations où il ne faudrait pas, c'est toujours là. Donc ne pas oublier que j'ai été profondément marqué, pour être tout à fait honnête, quand je l'ai vu, de la noirceur du propos, en développant toutes ces thématiques, en allant jusqu'au bout des comportements immondes qui sont à la disposition de ces gens-là. Je dois avouer avoir été plutôt choqué, mais pas surpris en même temps, quoi. C'est entre le choc de voir ça dans une fiction et le fait de savoir que des choses comme ça sont produites dans la réalité. Parce que bon, les humiliations, les privations d'éléments les plus nécessaires à la dignité humaine, la torture, le viol, que ce soit dans le Pegasus ou dans le Galactica, hein. C'est pas des choses anodines, quoi. C'était pour bien montrer que la rage qui anime les gens qui ont des armes dans les mains quand ils ont pu subir des choses ou quand ils ont frôlé la mort peut être telle qu'il faut surtout pas se retrouver en face, quoi, dans ces moments-là, parce que c'est possible. J'ai eu des témoignages, notamment un témoignage de quelqu'un qui était proche d'Oliver Stone, donc ça n'a rien à voir, sur des choses qui sont passées au Vietnam. Je les évoquerai pas là, parce que ça m'a été dit, on le retrouve finalement plus ou moins dans les films d'Oliver Stone, mais on retrouve ça puissance 10, parce que je pense qu'il y a certaines choses qu'il n'a pas racontées dans ses films. Il a vaguement essayé d'évoquer un certain nombre de choses, ou précisément évoquer certaines situations, mais il n'est pas allé dans tout le détail de ces situations qu'il a pu connaître, puisque, ne pas oublier, Oliver Stone est un vétéran du Vietnam. Voilà, donc c'était important de parler de ces aspects-là, je pense, parce que bon, plonger dans un enfer possible. C'était déjà, tout avait été mis en situation de telle manière à ce que vous avez des êtres humains en boîte, des Cylons pareils, il y a des échanges qui s'effectuent entre les deux, meurtriers ou non meurtriers. Et je pense que d'ailleurs c'est la seule rédemption qui arrive à un moment donné, c'est de voir qu'il y a une possible collaboration entre les Cylons et entre les êtres humains qui s'effectue à un moment donné. Et ça fait plaisir parce que ça montre que finalement c'est de l'ordre du possible. Ils n'ont pas nécessairement besoin de s'entretuer. Ça aurait été bien que les Cylons, bien sûr, se rendent compte de cet aspect-là dès le départ. Alors, je tenais aussi à indiquer... Je vais juste faire parler de quelques épisodes, mais très brièvement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. D'abord, juste dire que, effectivement, les épisodes concernant le Pegasus, que les 2 épisodes, il y a une version longue aussi du premier, si je me souviens bien, du premier épisode,
c'est quelque chose que je peux vérifier. Enfin, en même temps, la version longue ne change pas énormément de choses. Vous avez bien entendu quelques ajouts, donc ça étend un petit peu l'épisode en question, mais ce n'est pas non plus, ce n'est pas révolutionnaire en termes de sens. Néanmoins, ça fait partie de mes épisodes préférés parce que ce sont les plus durs. Ce sont les plus durs, clairement, mais ce sont les plus intéressants. Vous avez un autre épisode qui est finalement le contrepoint de la rage humaine, et c'est mon épisode préféré en fait de toute la saison. Vous avez le contrepoint de la rage humaine que l'on peut voir qui se déferle et qui se déverse sur les prisonniers Cylon, voire sur des civils, qui est l'épisode Scar, où on voit donc un vaisseau spatial Cylon prendre en chasse tous les vaisseaux possibles et inimaginables. Alors là, on est clairement presque dans ce qu'on appellerait le Baron Rouge, quoi. Vous savez, ce pilote allemand super connu de 14-18 qui arrêtait pas de descendre des avions alliés. Ben là, c'est pareil. Vous avez Scar, c'est l'équivalent du Baron Rouge, qui, bien, tout simplement dégomme les uns après les autres les Vipers du Battlestar Galactica et du Pegasus. Et on voit les gens disparaître les uns avec. La logique de l'épisode est très très intéressante. Et pareil, tout ce combat, espèce de dichotomie entre la rationalité des plans à mettre en place et les émotions qu'il faut savoir contrôler, la rage qu'il faut savoir contrôler, plutôt que de se laisser aller à ce genre de choses. Tout ça est dedans et est montré d'une manière assez... ouais, c'est très démonstratif, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez Razor aussi, qui est un épisode spécial, en fait, c'est un épisode spécial. Je crois que c'est un film entier, finalement, puisqu'ils ont fait quelques épisodes comme ça, mais qui sont des téléfilms. C'est pas juste un épisode. Et Razor, en fait, on apprend le passé de Kane et d'une de ses subordonnées. Donc on apprend comment Kane est devenu aussi enragé quand il s'agit des Cylons. Donc ça aussi, c'était très intéressant. D'abord parce qu'on voit Kane encore un peu plus longtemps et qu'on voit une de ses subordonnées, comment elle fonctionne également, quoi. On remarque aussi que la dureté de Kane a ses avantages à certains moments. C'est-à-dire que quand on est dans situation de survie ou de mort imminente, sa dureté a tout simplement un impact positif, quoi. Qui n'est pas toujours le cas. Je pense que c'est ça aussi que montre finalement cette saison, le côté non modulaire de certains caractères humains, c'est-à-dire qu'il y a des manques d'adaptabilité à certaines situations, qui fait qu'il y a une forme d'impossibilité à changer de comportement. Et dans ce sens-là, je crois que c'était très très bien. Je tenais à dire aussi très rapidement, Ronald D. Moore, donc, qui est le showrunner de Battlestar Galactica, a aussi, si ma mémoire est bonne. Oui, Ronald D. Moore donc a également développé avec d'autres scénaristes la série For All Mankind. Ce qui était intéressant dans All Mankind, en comparaison de Battlestar Galactica, c'est que on retrouve certains éléments d'intrigue d'une série à l'autre. Alors surtout pour quelque chose de très spécifique dont je voulais parler. Pour tout vous avouer, j'en parle parce que je tiens à le retenir et je tiens à l'avoir dans un fichier audio quelque part pour me le rappeler aussi à titre personnel. C'est qu'il y a un épisode dans la saison 2 qui s'appelle Black Market, donc marché noir. Et cet épisode est, pour être tout à fait honnête, est un des pires de l'ensemble de la série. J'ai absolument pas aimé cet épisode, je l'ai trouvé nul, quoi. J'ai vraiment trouvé rien de très intéressant. Ça veut montrer l'emprise de certaines mafias quand il y a des ressources limitées dans un endroit relativement confiné, et de quelle manière ces ressources sont utilisées, et de quelle manière le chantage est effectué sur les personnes, etc. Donc c'est pas très subtil en fait, la manière dont ça a été fait dans Battlestar. Donc puisque je parle des épisodes que j'ai appréciés, autant parler justement de l'épisode qui m'a pas trop plu. Mais j'ai remarqué une chose en regardant For All Mankind, c'est qu'ils se sont améliorés, puisque vous avez le même problème, mais là dans une situation différente puisqu'on est sur Mars, et que effectivement il y a des ressources qui sont là mais elles sont limitées, et il y a des arrivages de ressources, et il y a un marché noir qui s'effectue aussi. Vous avez les mêmes thématiques, le bar qui fait avec son alambic, où vous avez l'alcool qui est plus ou moins produit localement, etc. Donc pour que les gens aient un endroit où picoler
et se mettre la tête en vrac. Et vous avez la même chose dans For All Mankind aussi, avec tout un système de marché noir, dans l'un comme dans l'autre. Mais je tenais à indiquer que dans For All Mankind, ils ont vraiment amélioré l'écriture et je dirais la subtilité de comment ce type d'endroit existe. Pas quelque chose de... que c'était très primaire, très primitif, la manière dont ça avait été montré. Vous avez presque le proxénète Black Ops américain, quoi, dans Black Market sur Battlestar Galactica. Alors, une mention spéciale concernant un aspect de cette saison, surtout par rapport à l'autre, même si finalement on est dans la continuité, c'est la qualité des batailles spatiales. J'ai été, j'avoue, un peu estomaqué, notamment puisqu'on était en 2005, de la qualité en fait de ces engagements dans l'espace, donc avec des énormes vaisseaux qui se balancent des missiles les uns aux autres. Donc en fait, quelque part, il y a un côté presque bataille navale, hein, c'est-à-dire vous avez des vaisseaux à distance qui se battent. Je suis pas certain. Si vous voulez, le spectacle est vraiment génial. Hein. Il n'y a rien à dire hein, entre les gros vaisseaux donc qui font office de destroyers de l'espace, les chasseurs de combat, les Vipers et les chasseurs Silence qui se tournent les uns autour des autres. Alors, tout ça est très très bien fait. Les changements de comportement des Vipers avec les jets de vapeur ou les jets d'atmosphère effectués donc les mini-réacteurs qui sont sur l'ensemble du fuselage d'un Vipers en particulier, donc qui réagissent dès lors que le Vipers en question veut changer de direction. Ça c'est très bien fait. Les énormes canons qui balancent, on ne sait pas trop si c'est des missiles, des obus, enfin bref, de résistance du Battlestar Galactica, quand il se fait taper dessus à longueur de temps, missile après missile après missile, voire bombe nucléaire qui tombe dessus. Tous les effets de particules, les explosions, les changements de direction rapides. Enfin, les engagements en soi sont relativement clairs. Je pense que c'est, bien sûr, ils ont pas cherché à faire dans la complexité de l'engagement de manière à ce qu'on puisse les comprendre. Néanmoins, il faut quand même signaler que c'est quand même très très bien fait. Ça suscite l'intérêt. Je tiens à signaler aussi que les planifications des missions dans l'espace, bon, c'est pareil, hein, c'est difficile puisque c'est de la fiction, mais il y a des côtés qui sont très très intéressants, il y a des missions qui sont très intéressantes, il y a la duplicité, la rétention d'informations, donc le fait de livrer l'information à temps, le fait d'essayer de tromper l'adversaire sur ses intentions, enfin tout ça est très très bien, très bien décrit et vaut la peine d'être vu. Donc pour toutes ces raisons, je dois avouer que la qualité des effets spéciaux digitaux, puisque c'est un studio qui fait de la création d'effets digitaux, donc Zoic Studio, qui s'est occupé, si je me rappelle bien, en grande partie des effets spéciaux numériques. On en prend plein les mirettes, quoi. Ça a de la gueule, quoi. Hein. Faut dire les choses, quoi. Ça a vraiment de la gueule. Pour regarder ça sur un écran relativement grand, ça a d'autant plus d'importance. Et c'est pareil aussi, les vaisseaux, on les voit de près, on les voit de loin, donc il y a une qualité qui est là. Enfin, ça a été shooté en 720 pixels. Même les Blu-ray que l'on a en fait sont finalement de l'upscaling des shoots qui ont été effectués. Ce qui fait que au final, vous avez pas mal de grains quand même, que ce soit dans des images, enfin, dans des prises de vue réelles. Je pense qu'ils ont dû harmoniser ça avec les prises de vue, le rendu digital, pardon. Mais néanmoins, ça passe très très bien. Enfin, si ça avait été même simplement délivré au consommateur en tant que fichier, en tant que Blu-ray 720, ouais, ça aurait été très bien, quoi. Parce que c'est vrai que le 1080, en fait, ça n'a pas beaucoup d'impact dans le sens où il y a beaucoup de grains, quoi. Il y a beaucoup de... On sent très bien qu'il y a des manipulations qui ont été faites pour mettre ces fichiers à niveau des standards Blu-ray de l'époque, quoi, quand les standards Blu-ray en haute définition sont sortis. Néanmoins, c'est vrai que, enfin, pour revenir sur ces batailles, je dois avouer que c'est le clou du spectacle, quoi. Je veux dire, on en prend plein les yeux. Donc, ne serait-ce que pour ça,
Si vous êtes intéressé par ce type d'éléments, surtout en comparaison avec des séries plus récentes, notamment je pense à The Expanse, qui est une évolution d'ailleurs par rapport à Galactica, mais je pense pas que The Expanse en termes de qualité aurait pu sortir si Galactica n'était pas sorti avant, donc ne pas oublier ça, et je pense que je vais m'arrêter là, j'ai fait à peu près le tour. Donc en gros c'est descente aux enfers, mais grand spectacle pour les batailles spatiales, si je te fais résumer. Voilà, j'espère que l'écoute de ce podcast aura su vous intéresser d'une manière ou d'une autre, surtout si vous n'avez pas vu cette série. Si vous l'avez vue, c'est juste finalement un petit résumé des thématiques qui sont développées à l'intérieur. Et encore, je ne suis pas allé dans le détail parce que j'aurais pu aller beaucoup plus loin, mais je ne pense pas que ça soit nécessaire non plus. En tout cas, j'espère vous avoir donné une bonne vue d'ensemble. Et je vous dis au prochain numéro qui sera certainement un jeu vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.